Rassoul. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Hamid Salmi, qui est un amousseur, un savant, et je pèse mes mots. Donc, encore une fois, merci d'être là. Merci de venir écouter mon ami Hamid Salmi, qui est un savant. Et je vais vous faire une confidence. Si Hamid Salmi vivait aux États-Unis d'Amérique, il serait à la une des médias chaque semaine. Parce qu'il fait un travail colossal. Pas seulement par rapport aux gens qui viennent d'Afrique du Nord ou même d'Afrique tout court, mais son travail est extraordinaire. Alors, مرحبا يا حميد. يسلمك يوسف كي وصلت. Alors, Hamid, il veut qu'on essaie quelque chose de différent et on va l'essayer. C'est-à-dire, je vais d'abord demander à mon ami Rabah de lire un petit mot. Vas-y. L'ouverture, c'est la Fatiha. D'accord. Bonsoir. Alors j'ai fait un petit portrait de Hamid Salmi. Hamid Salmi, portrait de Hamid Salmi en un mot. L'accordeur. L'accordeur soigne les liens. Il dénoue et noue les fils, les détend, les resserre, les ajuste, les tisse, toujours avec minutie, délicatesse et bienveillance. Comme tout accordeur, il joue et vous donne ses clés. Avec ses mots, par touches légères, il vous apaise, il vous guide vers l'harmonie. Votre humeur revient au diapason. Piano, piano. Vous retrouvez votre rythme avec sa tonalité, sa limpidité, votre place, le seuil, le dedans et le dehors de votre monde. D'une corde à l'autre, comme une balade sur une portée, sur les lignes et entre les lignes. Il vous fait sentir la mesure, l'équilibre et la beauté dans l'invisible partition de votre environnement. Il vous aide à vous connaître, à vous retrouver vous-même, avec vous-même, dans votre propre quête, vos propres mythes, vos croyances et votre histoire. Il vous amène avec sa voix et ses paroles à retrouver mélodies et chansons de votre monde, de votre vie. Et quand la musique est bonne, quand votre vie est belle, simple et tranquille, Hamid Salmi, l'accordeur, vient de passer. Donc, comme je disais, Hamid veut qu'entendre quelque chose, c'est-à-dire il va tisser son discours grâce à vos questions. Donc, on va commencer par des questions ou des remarques. La parole est à vous. Et moi, je vous laisse. Je peux me permettre. Oui. Une façon de déclaration pour orienter le cadre et le périmètre du débat, à ce moment-là, ça va Et non, justement, il veut faire différemment. Ah, sinon, il a un milliard de choses à nous dire, bien sûr. Ah, c'est son travail. Seulement, oui, c'est ça. Moi, ma première question, parce que ça m'interpelle et ça me parle, mais je voudrais avoir je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que tu entends par le dedans et le dehors. Dans mon cas de femme kabyle, dans l'immigration. Ça m'intéresse vraiment de le comprendre. C'est Selma. Donc voilà, Selma a fait l'ouverture, la deuxième ouverture.
Voilà. Je ne vais pas vous dire soyez spontané, sinon c'est un paradoxe. Pas commander la spontanéité. Mais bon, c'est une rencontre, donc c'est pas un truc magistral. Vous pouvez voilà, vous jeter à l'eau comme je vais le faire. En fait, Youssef me fait intervenir chaque année. Normalement, il fait intervenir les gens qui écrivent des livres. Lui, il pense que j'écris des livres et après je les cache ou je ne sais pas ce que j'en fais. Donc il dit, il a pu écrire. On va l'inviter. Je ne connais pas l'objet du livre, mais qu'importe. Et après, quand il m'a appelé, il m'a fixé cette date et je lui ai dit le sujet. Il ne m'a pas donné de sujet. J'étais un peu frustré parce que j'aime bien être mis au défi d'un sujet. Je dis bon, Youssef me considère comme un savant, donc il est susceptible tout de suite de créer une thématique, de la développer. Et je lui ai donc suggéré d'inverser dans ce cas-là les choses, c'est-à-dire que vous posez les questions. D'emblée, moi je vais structurer un récit immédiatement avec vos questions. Avec les préalables qu'il faut, bien sûr. Il y aura une petite introduction, tout ça, sur qui je suis, Courge, dans quelle étagère, tout ça. Voilà. Il y a d'autres questions, Irène? Allez, lance ta question. C'est une jeune qui me pose souvent des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est intimidée, elle n'est pas encore arrivée complètement. Donc, ceux qui sont déjà arrivés peuvent poser des questions. Zina, tu es une psy normalement, tu as plein de questions, tu mijotes. Allez, vas-y, Ahmed il est là. بس ما تعرفش الشيء اللي يدخل بسيكياتري اللي travailler. L'ethnopsychiatrie, c'est ça. L'ethnopsychiatrie. Non, اللي هو c'est une apparition, bonne forme. Avec lui, on a eu souvent des expériences comme ça d'apparition. On a eu. Oui. Et justement, tu peux la raconter. Comme ça, on entre dans. Allez, vas-y. C'était magique en 2 mots parce que sinon je passe. Sinon, ce sera une deuxième conférence. Ça, oui. C'était juste qu'un jour j'étais au bureau et j'étais un des responsables d'un centre de formation de formateurs. Et puis il y avait une problématique comme ça qui était liée à la psychologie. Et j'avais parlé de Hamid. Je voulais le joindre à tout prix. J'ai appelé le numéro habituel ou le chiffre. À l'époque, il n'y avait pas de portable. C'est ça. J'ai appelé un centre où je savais qu'il intervenait de temps en temps. Je me suis dit, on ne sait jamais, je vais appeler le centre s'ils savent où il est. Et c'était lui qui m'avait répondu. Ça relève du miracle. Excellent. Non, j'étais en train de faire une conférence sur les marabouts. Et le marabout mais je ne sais pas s'il savait que je faisais des trucs dans ce sens, parce que le centre où je devais intervenir, ça a changé. Ils m'ont dit tu interviens dans tel autre lieu. Et il dit ça pour rendre moins magique le truc, mais je ne suis pas sûr qu'il savait qu'il intervenait dans le centre. Voilà. En tout cas, il parlait de marabout et un marabout l'appelle. Et le téléphone sonne là, sur mon bureau, je décroche. C'est Hassan, et il me parle comme ça de manière familière. Je dis, mais Hassan, tu sais où je suis? Il dit, non, tu n'es pas chez toi? Ah, je dis, il y a quelque chose là. Puis je me suis dit, c'est quelqu'un qui a dû, et après tout de suite j'ai su que non, c'est autre chose. Ouais, c'était une connexion invraisemblable. Vraiment, tirée d'un roman de je ne sais pas qui. Ouais. Tu veux quand même que je pose l'autre question? Voilà, oui, absolument. Moi, je voulais que tu nous exposes comment dire,
comment ça se passe pour un Kabyle vraiment occidentalisé, soit né ici, soit venu ici un peu tôt, etc. Mais on va dire véritablement avec la rationalité occidentale. Et quelqu'un qui est plutôt dans l'islamisme pur et dur, est-ce qu'il renie de la même façon ou différemment la relation aux racines et la relation au chaînon ancestral, à la transmission généalogique, transgénérationnelle. Voilà. Merci, très bien. Alors, on est dans le noyau, c'est Rania, je crois. Ah, maintenant tu commences, Hamid. La dernière. Si, c'est Rania. Vas-y. Hamid, ça me fait un énorme plaisir de te revoir et c'est grâce à Hassan. Merci Hassan d'avoir mis le mot sur Facebook. Moi je voulais savoir, Hassan, comment tu arrives à dénouer les situations de nos compatriotes quand ils sont en France. Moi, tu sais très bien, j'en vois pas mal, puisque je suis médecin et j'ai beaucoup de... Quand je les confie à des confrères qui sont occidentalisés, à un moment, on arrive dans un nœud qui est difficile à dénouer. Donc je voulais savoir comment tu arrives à tirer le fil jusqu'à ce qu'ils puissent couper les cordons ombilicales éventuellement et comment ils peuvent s'en sortir dans la société où nous vivons aujourd'hui. Très bien, merci. Merci Rania. Donc là, il faut que je commence à travailler, dit Youssef, sinon il m'a dit tu gagnes du temps là, tu essaies de gagner du temps et après tu dis ça y est, c'est fini. Merci pour la belle introduction de mon ami Dao, qui est magnifique. Cette métaphore musicale me convient absolument. Et quand je suis en consultation d'hypnopsie et que c'est moi qui anime, c'est vrai que l'image que j'ai, la meilleure image que j'ai, c'est d'être un chef d'orchestre. Donc pour permettre à chacun vraiment de jouer avec son art, de jouer avec son instrument. Donc là, tu as touché ce qui me touche, c'est les vibrations, effectivement. Donc il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on voit, le visuel, il y a les vibrations qu'on dégage et comment on peut capter ces vibrations qu'on appelle en thérapie, en psychologie, l'inconscient. Mais en fait, on dit une chose, mais on peut dégager une autre vibration que ce qu'on est en train de dire. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les résistances. Alors, pour tisser une trame autour de tout ça, au début du monde, je vais vous raconter une série de débuts du monde. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le petit café. Donc, au début du monde, il y avait une femme. Je vais faire bouger la chronologie aussi. On va aller dans le passé, le futur, le présent, on va tout perturber. Il n'y aura plus de rationalité. Il n'y aura que des synchronicités. Il y avait une dame à l'hôpital Avicenne, là où a été créée la première consultation d'hypnopsie avec Toby Nathan, que j'ai rejoint très vite au début des années 80. Une dame, une vieille femme kabyle est venue, elle a fait tous les services. Elle avait un os qui lui était resté ici dans la gorge. Et elle a fait toutes les consultations, les radios, tout ça. Mais rien n'y fait. Donc en désespoir de cause, on l'amène à la consultation d'hypnopsie. Et je me trouvais là, comme traducteur et témoin du monde des Kabyles, parce qu'il y a des Kabyles. J'appelle ça le témoin du monde. Pour que quelqu'un puisse se souvenir de qui il est, il faut un témoin de son monde. Quand on est tout seul, notre monde il est invisible, impalpable, inarticulable. Il faut quelqu'un qui témoigne, qui a un monde, avec son noyau, ses enveloppes, ses articulations, et rend présent ce monde. Donc j'étais là, et en fait,
C'était la première consultation à laquelle j'avais participé, une consultation presque initiatique. Et à la fin, donc on a fait tout le travail, c'est une femme qui est autour d'elle, c'était comme un gros tronc d'arbre avec des racines qui bougent toujours, mais autour d'elle, tout le monde a fait, enfin, c'est des mariages mixtes, la langue était perdue, etc. Mais elle gardait tout ça. Et donc à la fin, ce qu'on lui a demandé, la prescription, c'est de sacrifier une volaille, donc un poulet, puisque c'est le poulet qui lui est resté ici, et de ramener l'os qui lui est resté ici. Donc c'est comme ça qu'on l'a guéri. Je ne vais pas vous dire que c'est des secrets initiatiques, il faut payer pour, je puisse avoir des stagiaires et tout. Donc elle a ramené son os et on a fait les procédures que font justement les guérisseurs. Et du jour qu'à la prochaine consultation elle est revenue, l'os a disparu. Au début du monde, donc je vais répondre de manière en allant à droite à gauche autour de vos questions. J'étais en Algérie, donc je suis né en Kabylie. À l'âge de 5 ans, je suis parti moi aussi comme cette vieille femme. J'étais déjà fabriqué comme Kabyle. Et j'arrive en Oranie. Et j'étais jeté dans ce monde multiculturel, dans le magasin de mon père, qui était une interface entre le dedans et le dehors. Continué à parler à mon père en kabyle, j'ai avalé la déjà. J'ai appris le français donc à l'école maternelle, puis l'école primaire. Et, donc la première nostalgie qui m'a permis de comprendre les enfants de seconde génération, c'est celle que j'ai vécue à l'âge de 5 ans. Où je me demandais à un moment donné, de manière presque consciente, à l'âge de peut-être de 8 ans, 9 ans, qui j'étais. Comme si la substance partait, je suis devenu quelqu'un d'autre, j'étais kabyle, j'avais une mémoire incroyable, tout ce qui s'est passé en Kabylie, je parlais bien kabyle, des hymnes, des chants, la poésie, tout ça. Et en même temps, je me suis jeté dans ce monde-là, je me suis adapté, comme les enfants de migrants. Je me suis adapté en surface, mais à l'intérieur, le noyau était dur. Et c'est à l'adolescence, vers l'âge de 16, je suis devenu un très bon élève parce que mon père voulait que il était de culture orale, il voulait que quelqu'un réussisse dans les études. J'avais mon jeune oncle qui avait son certificat d'études. Et c'est en me basant sur les documents qu'il m'a laissés, le Larousse, que j'aurais voulu avaler tout cru, avec le trésor des signifiants. Donc je suis devenu bon élève. Et à l'âge de 16-17 ans, j'ai eu la fameuse camp de l'écrivain. J'adorais. Un jour, on m'a dit, par rapport à la culture écrite, parce que là, c'est aussi le basculement entre l'oralité et l'écrit. J'étais en 6e, on m'a dit un jour, quelqu'un m'a dit, on fait des rédactions. Je dis, rédaction, c'est quoi? Il dit, mais tu vas écrire. Je dis, j'écris de ma propre initiative. Oui, il dit, tu écris ce que tu ressens, ce que tu penses. J'ai trouvé ça vraiment prodigieux de pouvoir m'exprimer moi. Donc là, c'est là que j'ai commencé à entrer dans le monde de l'individu, avec sa subjectivité. Je sortais du groupe originel pour pouvoir écrire à ce que... Et j'étais fasciné par... Donc chemin faisant, j'ai aimé beaucoup la littérature, notamment la poésie en fait française. Je me suis soigné moi-même avec la poésie kabyle, la poésie française. Et donc, à ce moment-là, la rédaction consistait à écrire ce qu'on pensait vraiment. Et donc, je suis rentré dans ce monde de la culture graphique. Mais, comme je disais, donc, à l'âge de 16-17 ans, j'ai eu une crampe et c'était là où ont commencé tous mes questionnements. Qui j'étais, d'où je venais, comment ça se fait, ça m'arrive, qu'est-ce que ça veut dire. Et dans ma tête, il y avait des étiologies, des explications, des causalités. Mais je n'avais pas un marabout, un guérisseur pour me soigner. Donc j'ai dû moi-même devenir le marabout, le guérisseur, le thérapeute. C'est comme ça que mes recherches ont commencé. Donc j'étais évidemment fasciné par l'histoire. J'ai enseigné l'histoire à Paris 8, c'était Hassan d'ailleurs qui m'avait invité. Il y avait un prof qui était parti en Algérie.
Donc, mais je l'ai enseigné parce que j'étais passionné. Donc je me suis mis à mes questionnements, c'est qui j'étais. Donc il fallait l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, tout ça. Mais j'avais personne autour de moi pour m'enseigner ça. Donc là, j'étais pour les migrants, j'étais comme un enfant, comme un poisson hors de l'eau. Si vous voulez, les yeux du poisson voient l'eau, mais ne voient dans l'eau, mais ne voient pas l'eau. Donc les yeux, c'est la métaphore de la psyché, la représentation de la psyché, et l'eau, c'est la représentation de la culture. Donc par rapport au dedans dehors, comment on se fabrique à l'intérieur d'un monde, un jeu se fabrique dans un nous. Donc il y a un jeu, un moment qui s'autonomise au fur et à mesure que décrit très bien la psychologie classique, mais il se forme à l'intérieur d'un nous, que décrivent les anthropologues. Mais entre psyché et culture, il n'y avait pas de discipline pour faire les articulations. Et c'est l'ethnopsychiatrie, avec son fondateur qui est un Hongrois, juif, américain, polyglotte, polygame, pas très poli, qui s'appelle Georges Devreux, qui a fondé cette discipline. Je vais me perdre en cours de route, mais c'est pas grave. Donc là, je suis toujours sur cette idée de j'étais un enfant, donc comme un poisson, précisément, hors de l'eau. Et donc se questionner sur l'eau, c'est difficile. C'est pour cela que les immigrés ici, vous voyez, ils répètent souvent, je ne comprends pas Mamadou, Rachid, il a tout ce qu'il faut, il a ses baskets Nike, il a sa chambre, l'école est à côté. Et même comme ça, il n'est pas éduqué, il n'est pas obéissant. Et moi, quand j'étais là-bas, je partais pieds nus avec quelques morceaux de galettes. Et je revenais, et j'aidais mes parents. Et je regardais les parents. Parce qu'ils pensent que la culture, la fabrication d'un Bambara, d'un Basque, d'un Kabyle se faisait de manière sui generis. Pas besoin de montre, pas besoin d'argent, de cette culture, pas besoin du village, du quartier. Je suis Bambara, mon fils et ma fille est Bambara, aucun problème. C'est là que je me tourne vers les parents, je leur dis, ou le père qui est en train de parler comme ça, je dis oui, certes, il a tout ça. Parce que l'enfant devant lui se sent culpabilisé, oui, mon père est un héros, mais moi je suis rien, tout ça. Et je me tourne vers le papa, je dis, certes, oui, il a tout ça. Mais tu te rappelles, depuis tout à l'heure, tu m'as parlé de ces griots, de ces marabouts, de ces fêtes qui durent des jours et des jours, de ces initiations, de ces rites, de ces des cousins, des côtés maternels et paternels, de tes grands-parents. Je dis, mais Mamadou, ils sont où? Où est passé ce monde? Et ils me disent, comme dans un songe, ah, c'est vrai. C'est pour cela, l'eau est impensable. Parce que les yeux du poisson voient dans l'eau, mais ne voient pas l'eau. Donc, si vous voulez la consultation d'ethnopsie, mon travail consiste à rendre présent l'eau. Et à ce moment-là, les yeux commencent à refonctionner, c'est-à-dire la psyché commence à refonctionner. De quelle façon elle refonctionne? Donc, nous sommes un groupe de thérapeutes avec des stagiaires, des spécialistes parfois qui viennent regarder aussi, observer. Et nous faisons entrer donc d'abord les migrants avec les travailleurs sociaux, parce qu'on va régler d'abord les problèmes entre travailleurs sociaux et migrants. Les migrants n'ont pas de problème avec la culture française, qui n'est pas véritablement une culture, qui est une civilisation, parce que la France est un des pays le plus pluriethnique. Avant la Révolution, tous les 20 km, on changeait de patois, de langue, etc. C'est le pays le plus pluriethnique. Donc là, on les fait entrer dans le monde. Donc là, on a un pays d'égalité où les différences s'effacent, s'estompent. Il n'est pas bon de dire je suis de ceci ou de cela. Sinon, c'est une distinction, une impolitesse, une rupture du contrat avec la communauté nationale. Donc là, on les fait entrer dans une consultation où les différences, on doit citer, et on commence par les envelopper de leur culture. Et leur culture, c'est quoi? Donc, c'est un système linguistique, c'est un système de filiation, d'appartenance, c'est un système initiatique, et c'est un système culinaire. C'est ça qui détermine un dedans et un dehors. La psyché va
dirais intégrer tout ça, pour que le jeu puisse être dans un nous, pas un nous abstrait, pas un nous universel, mais un nous bien concret. Et d'ailleurs, l'identité, elle se décline souvent par la négative, par des traits distinctifs, c'est-à-dire nous ne sommes pas ceux qui font ceci, nous ne sommes pas ceux qui font cela, nous ne sommes pas... Et soit dit en passant, les logiques traditionnelles, les logiques anciennes, c'est là où les gens, nos savants, justement, nos rationalistes et nos intellectuels, c'est là où ils se trouvent paralysés. Nous avons d'un côté une logique de massification, d'universalisation, etc. Et nos logiques traditionnelles, c'est des logiques de différenciation permanente. Et nous avons aussi des logiques d'inclusion. Vous vous rappelez comment, quand on se rencontre chez nous, partout en Afrique du Nord, le Tamnin, Wikilan, à qui tu appartiens, Wikilan, c'est exactement à qui tu appartiens. Et puis il y a le fameux Hnagan, Kneyap, etc., qui vient, si on n'est pas du même village, recréer semblant mais de village à village, vous savez, il y a des idiolectes même, le village lui-même joue à modifier, vous savez, dans un village on dit le L et les autres ils les prononcent IE. Dans un village on porte la cruche sur la tête, dans un autre village sur le dos. Et je me réfère souvent à ma mère, je dis, ah nous c'est pas sur la tête, sur le dos. Ah eux ils disent comme ça, nous on fait ça. Se décline toujours par la différence et la négative. Nous ne sommes pas de ceux. Donc ceux qui créent le dedans et le dehors, c'est le système culinaire, le système initiatique, le système d'appartenance, de filiation, et j'oublie un système, le système d'alliance avec qui on doit se marier, on peut se marier, etc. Donc c'est tout ça que je décline en 10 jours de formation, dans les formations que je donne, je les décline et je montre toutes les fractures autour de ce dedans-dehors. Le dedans-dehors, qui sont des... Donc vous ne pouvez pas imaginer, j'avais créé une fois une consultation dans une école primaire, et un père est venu complètement affolé. On a fait manger de la banane à mon fils. C'est un père ou pas du banane. Nous on va penser à allergie, je ne sais pas quoi. Pas du tout. C'est allergie à l'autre. En fait, la banane fait partie des aliments tabous. Et oui, c'est comme il pourrait aussi, s'il avait un ancêtre serpent, boa, que sais-je, crocodile, et qu'on lui a fait manger la chair de crocodile. Là-bas, on dit qu'il devient fou. Si tu manges ton ancêtre totémique, qui est un animal, un lézard, un serpent, une tortue, que sais-je, une hyène, on devient carrément fou. C'est vraiment la folie. Donc c'est comme ça dans les consultations que nous avons, on repère toutes ces effractions. Et justement par rapport aux enfants de seconde génération, ceux dedans et ceux dehors ne sont pas bien construits. Les initiations ne sont pas évidemment portées par le haut. Et c'est des choses vraiment saisissantes. Je me vois pareil dans une école primaire. Le père arrive, il était signalé comme étant violent. Il a frappé son fils. Il a laissé des traces sur les bras de son fils. C'était l'été, il était en bras de chemise en manche courte. Et puis je vois qu'à la même place où il y avait des traces de maltraitance sur son fils, il avait des tatouages. Et moi je me tourne vers lui, je dis, non, monsieur, vous avez des tatouages? Il me dit, oui, c'est une initiation qu'on fait. On fait à quel âge? Ah ben, au même âge où il a frappé son fils. Une sorte de synchronicité étonnante. Et je lui dis, mais l'initiation c'est dans un groupe, avec des rites, des mythes. Il me dit oui, je dis, vous l'avez fait tout seul. Je dis, cette initiation sauvage. Je dis, c'est sauvage, ici ça s'appelle maltraitance. Mais vous aurez fait là-bas la même chose, ça serait toujours de la maltraitance. Donc vous voyez son moral, sans lui faire de la morale, sans lui dire ceci, cela, il a compris de lui-même. Il a dit, je vais le prendre cet été, on va aller au village, on va l'initier là-bas. Et j'ai dit, j'ai compris pourquoi vous avez fait ça. Il me dit, pourquoi? Je dis, vous êtes seul à éduquer votre fils avec votre femme. Vous sentiez qu'il vous échappait, l'école justement où il était commençait à produire ses effets sur lui.
Et dans un débordement de colère, vous avez voulu le fabriquer tout seul. Fabriquer tout seul quelqu'un, c'est le rendre malade, c'est de la maltraitance, et vous êtes hors la loi. Il ne m'a rien dit. Ça veut dire que la consultation a duré combien? Un quart d'heure. Et la messe est dite. La messe Bombarin. Donc voilà un exemple. Là, il est en train de me parler comme un secret, comme ça. Il me dit: est-ce qu'on va donner la parole? Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Parce que lui, il est très doux. C'est pas un circonciseur comme ça, un coupe comme ça. Ouais. Alors on va rassembler les choses et puis on redistribue la parole comme ça pour qu'ils ne soient pas figés, fascinés, endoctrinés, que sais-je. Ouais. C'est pas une secte ici, les nuptiales. Tu donnes la parole à la salle, s'il te plaît. Donc pour répondre, là j'ai répondu de don dehors, l'ethnopsie kabyle, j'ai commencé par cette dame kabyle. Pour Hassan Rania, je ne sais plus, il a parlé de Rania, tirer le fil. Tirer le fil, c'est les étiologies, Rania. Tirer le fil, c'est rendre présent le monde et le rendre présent par les systèmes dont j'ai parlé et par les étiologies, c'est-à-dire quelle est l'étiologie, la causalité qui peut donner sens au malheur, à la maladie, à la souffrance en général, à l'accident, à l'échec, malheur, maladie, malchance. Et donc il faut qu'il soit porté par des étiologies, parce que l'étiologie donne sens là où il y a encore des étiologies. Quand les gens sont trop acculturés, ils peuvent balancer dans l'islamisme, donc c'est une sorte de reculturation sauvage. Mais là où il y a encore du sens, regardez par exemple ceux que j'ai vus, les premiers, les Kabyles que j'ai vus, les premiers Kabyles que j'ai vus en arrivant en France en 78. Ils étaient à l'hôpital, ils se sont donné le mot, ils avaient des symptômes de toutes sortes, on appelait ça sinistrose, névrose traumatique, tout ça. Et on n'arrivait pas à les soigner. Et c'est là que je me suis dit, il faut un groupe, il faut parler leur langue, il faut leur proposer des étiologies. Une fois qu'ils se sont portés, là, les dents vont se desserrer, ils ne vont plus rester dans cette situation figée où ils offrent leur corps à la médecine. Ils ont commencé à me dire... donc ils font toutes sortes d'analyses, d'investigations, et un jour quelqu'un m'a dit c'est dans le sang. Et là j'ai pensé à l'expression kabyle. Et je me suis dit, ils sont en train de parler de la filiation, le sang. Puis un jour c'était quelqu'un qui a dit c'est dans l'os, carrément. Je me suis rappelé les Gnawa qui disaient notre vérité elle est dans l'os. Il se trouve que l'os, en arabe comme en kabyle, ça veut dire noyau, c'est le noyau. C'est quoi le noyau? C'est là où je me suis dit, ça ils parlent de leur monde qui commence à s'effriter. Comme dans deux plaques tectoniques, ils arrivent ici, et ils s'adaptent, et à un moment donné, ils sont le noyau originel, le cadre culturel interne, se dissocie enfin il est en conflit avec le cadre culturel interne et externe d'ici. Et c'est là que se manifeste la crise par un accident de travail, un accident de la route, un accident somatique. C'est comme ça qu'ils viennent. Et généralement, c'est annoncé par des trucs comme ça. Quand ils parlent, ils disent « J'ai regardé ma fille, elle est en train de me remplir les papiers. » C'était ce jour-là, il était en train de me remplir. Ça veut dire que c'est moi qui devais remplir les papiers. C'est moi l'autorité externe, c'est moi. Et je me retrouve dans ma fille de 14 ans. Ou bien je parlais à mon fils, il m'a regardé dans les yeux. Mon monde est fini. Ou bien j'ai dit bonjour à 6 h du matin. Et la personne n'a pas répondu. Donc ce n'est pas une impolitesse, c'est le monde s'effondre. Le monde s'effondre. C'est-à-dire, c'est un jeune, je suis dans le monde des esprits. Donc la journée, elle est foutue. J'étais dans le métro, j'ai un certain âge, je vois un jeune assis, il ne cède pas sa place. Donc le monde des classes d'âge, du respect des aînés, etc., c'est foutu. Mais ça se passe à bas de lui, jusqu'au jour où il tombe. Et quand il tombe, c'est le corps qui est offert à la médecine. Et la médecine, c'est des voyants, ils regardent dans le sang, ils regardent dans les urines, ils regardent, mais ils ne captent pas les causalités que nous avons, qui sont des êtres, ils captent des microbes, des choses comme ça. C'est la même logique, c'est des êtres qui nous portent atteinte. La psychologie, elle va psychologiser. Et j'ai vu ces hommes-là, ces femmes, qui étaient très souvent énervés par les psychologues.
ton père, ta mère, alors que le cadre n'est pas posé, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Il dit, mais ma mère, mon père va très bien, ça va, tout va bien. Pas entrer dans l'intimité personnelle comme ça. Et puis, ça ne résout rien. Parce que dans les étiologies, on postule qu'il y a un monde qui agit sur notre monde. Et ce monde, il a ses spécialistes qui sont les réparateurs du désordre de toutes sortes. Des voyants, des géomanciens, des chromanciens, des sensiwin, des sorciers, des guérisseurs de toutes sortes. Voilà, maintenant je me suis auto-circoncis. Il trouve toujours les mots. Ah non, c'est juste pour que certains ne s'endorment pas. Hein. Ah, il a vu quelques personnes s'endormir. On fait les échanges. Effectivement, les consultations sont faites pour les questions. Les vraies questions, et les questions, ce n'est pas des questions intellectuelles, c'est des questions qui viennent du malheur, de la maladie, de la malchance. Donc on n'est pas là pour... les gens, quand ils viennent, ils sont en souffrance, hein? Donc ils sont en échec. Et ceux qui ne sont pas en échec, on ne les voit pas. Donc moi, quand je parle en tant que psychopathologie, ce qui va mal. Ce qui va bien, donc les gens qui vont bien ne viennent pas nous voir. Donc je ne sais pas comment ils sont, apparemment ils vont bien. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à la transmission, on ne transmet pas que ce qui est conscient. Donc on transmet des blancs, on transmet des traumatismes, on transmet des oublis, des choses qui sont transgénérationnelles. Donc on n'est pas conscient de tout ce qu'on transmet. Et d'autre part, la transmission n'est pas verbale ou intellectuelle. C'est-à-dire que les enfants voient ce que nous ressentons et ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Après, nous, on essaie de faire en sorte, voilà, que notre rôle éducatif conforme à la société dans laquelle on vit. Après, c'est ça. Ça veut dire que on saura plus tard. Donc, on ne peut parler qu'en négatif, c'est-à-dire à partir de la souffrance. Voilà. Les questions qui viennent de la souffrance, ce sont des vraies questions. Et puis, quand quelqu'un est en souffrance, on ne peut pas lui faire un discours. Est-ce que quand je dis je suis heureux, est-ce que justement, ça ne veut pas dire que je suis malheureux? Je suis en souffrance. D'accord. Si vous permettez, moi je vais essayer d'être braque dans mon intervention. L'exemple que tu as cité tout à fait au départ, c'est-à-dire partir de la Kabylie, se retrouver au Rang, moi je dirais que le problème serait posé même si tu étais resté dans ton propre village, avec le même environnement, il y aurait eu des, j'allais dire, le rapport avec la famille, le rapport avec le khoual, l'amour, ce déséquilibre-là, il est continu au sein de la famille algérienne. Et ce n'est pas une spécificité de Kabylie. Je vais citer un exemple du film de Nadir Demdou, Les Pigues en avril. Après cette projection, la salle était pleine. Tout un chacun, qui soit espagnol, italien, algérien, identifie sa maman c'est les parents du réalisateur, originaire de Kabylie, qui vivait à l'île Saint-Denis. Il les a emmenés en Australie. Et puis bon, il raconte un peu sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ma mère, par exemple, de la Kabylie, tout ça d'Alger, c'est la même chose, exactement pareil. Et en fait, pourquoi je cite ces éléments-là, je trouve que c'est pas une question de Kabylie uniquement. C'est-à-dire que c'est tout être. Et je trouve que nous autres Algériens, on a vraiment des spécificités dans notre rapport, que ce soit avec le père, la mère, plus particulièrement avec la mère, dans la fratrie. Cette rivalité qui est perpétuelle, on la retrouve même dans toute corporation aujourd'hui, que ce soit chez les journalistes, chez les médecins. Tismine, la jalousie est liée.
Et je pense qu'on ne peut pas parler d'individu sans parler de son environnement familial et autres. Et je pense qu'il y a réellement même, j'allais dire, cette parano, cette suspicion dans le rapport. Si la communauté algérienne n'est pas organisée, c'est pas un hasard. J'allais dire, c'est son propre frère qui l'empêche d'évoluer. Ça existe en Kabylie, ça existe aussi un peu partout. Mais, voilà, je m'excuse, j'ai pas cadré mon... Mais je pense avoir été... Oui. Non, juste l'idée, c'est que la consultation d'ethnopsie, c'est la consultation de dernière chance. Ça veut dire que les patients ont vu des psychologues, ils ont vu des psychanalystes, ils ont vu des médecins de toutes sortes, et rien n'a marché. Donc nous offrons l'espace culturel, hein, dans toutes ses dimensions, sa complexité, pour que cette pathologie puisse être soignée de cette façon-là. Mais ceux qui ont réussi avec ailleurs, ils ne viennent pas nous voir non plus. Ça leur a réussi. Nous ne les voit pas. Nous, c'est des consultations où tout a échoué. Et quand tout a échoué, nous sommes évidemment obligés de créer ce cadre-là, qui est un cadre contenant, porteur, on parle la langue. Parce que la langue française, c'est une langue instrumentale pour beaucoup. Pas la langue des émotions, Tassin, Moule, etc. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le... Sinon, la pathologie locale, autochtone là-bas en Allemagne, elle aussi, elle relève d'une autre façon de travailler. On n'est pas obligé, donc l'eau est là. Là, il y a toujours l'eau. L'eau est là, il y a un ordre sous-jacent. C'est plus facile de le remettre qu'ici, parce que là, on est confronté, mais en une confrontation entre deux mondes. Et donc, si je devais créer une consultation en Algérie, je ne sais pas comment elle serait, comment ça... Mais au vu des destructions, des déracinements locaux depuis une soixantaine d'années, c'est sûr qu'il y aura des similitudes. Donc, ce qui se passe ici, ce qui se passe déjà là, plus le déracinement avec l'islamisme, tout ça que tu connais, il y est, malheureusement, il y est déjà là-bas. Mais disons que c'est plus facile. Un jour, il y avait une stagiaire que j'ai formée, elle est de Marseille, et c'était sur Facebook. Je lui envoie une vidéo de jeunes algérois qui chantaient la misère, la mal-vie, la dictature, tout ça. Elle était émue, mais elle n'était pas émue pour ce qu'on peut croire. Elle était émue, elle m'a dit, tu sais, nous, on n'a même pas, parce qu'ils les a vus ensemble, chanter ensemble, en Darja, donner du sens ensemble, presque être joyeux ensemble, à dénoncer. Elle dit, nous, on n'a même pas ça. On n'a même pas ça. Je veux dire, on aimerait bien être contre quelqu'un, un ennemi, visible, être ensemble, militer ensemble. On n'a même pas ça. C'est ça que j'appelle l'eau, donc qui est invisible. Mais bon, on peut continuer à discuter. Ce qui est important, c'est la transmission, et la transmission, elle se fait de cœur à cœur. Comme je dis, il y a des choses inconscientes qui se transmettent derrière, et c'est pas forcément le savoir qui est important. Et le problème de la migration, c'est qu'il y a une fracture. Et l'enfant, il a besoin d'avoir un récit et de pouvoir le continuer ensuite. Et donc, s'il y a une fracture, s'il y a une déchirure qui peut être, pas forcément parce qu'il est migrant, même un Français d'une famille française, il peut y avoir un drame, quelque chose qui fait que les liens sont cassés. Et à ce moment-là, pour l'enfant, comment continuer? Quelle histoire continuer? Donc il y a besoin de tissage. Merci. Merci Isabelle. D'autres questions? Oui, là Selma. Ah, Selma. Oui, Selma, oui, elle reprend. Là, je me permets de reprendre la parole. C'était quand tu dis le dernier recours pour un patient qui souffre de quelque chose qui va être de l'ordre de l'invisible, plutôt du mal-être. Donc ils ont besoin de guérir quelque chose qu'on ne voit pas. Comment un pays comme la France, qui est très porté sur comment dire, tout ce qui est la rationalité, comment ces gens-là s'arrangent, par exemple, pour qu'on t'appelle toi ou des personnes que tu as formées pour aller former des personnes, notamment comment tu les appelles, les éducateurs spécialisés ou les éducateurs sociaux,
sur ma question de tout à l'heure par rapport à la femme que je suis, moi, en tant que femme kabyle, parce que vraiment cette identité, moi quand j'y pense, j'ai les larmes qui montent. Parfois j'ai l'impression que la Kabylie et moi c'est un. C'est à ce point-là, donc enfin bon, j'ai pas de problème de transmission, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas un souci. Mais quelle est, par rapport à ce que tu es en train de dire, cette identité-là, en tout cas cette présence-là en France en tant que femme kabyle, il y a quand même parfois un mal-être, hein, ce truc où vous pensez, est-ce que je suis complètement kabyle? Je ne suis pas, je suis quoi? Je me la pose aussi quand même la question, mais pour moi, en tant qu'individu. Je crois que j'avais une autre question. Ah oui, par rapport, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec. C'était vraiment la question, un petit sujet par rapport justement à cette génération de. Enfin, moi je parle pour les Kabyles, après l'Algérie, ça peut être pareil pour d'autres régions, mais on discutait tout à l'heure et on se disait par rapport à cette génération, justement, de deuxième, troisième, quatrième génération de Kabyles, à qui nous, les Kabylie, on n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à les avoir, par exemple, et on nous fait souvent ce reproche de dire, mais vous, là, les Kabyles, vous parlez que pour vous, vous ne parlez pas pour nous. Donc, comment, aujourd'hui, aussi pour préserver ça, pour préserver cette culture, pour préserver cette identité, pour réconcilier quelque part et pour faire corps tous ensemble, parce que c'est eux qui posent problème finalement de ce que j'entends. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconises, toi, en tant qu'ethnopsie, pour peut-être remettre du dialogue entre ces générations-là qui sont nées ici, qui ont envie mais qui ne trouvent pas de moyens, et puis nous. C'est seulement. Voilà. Je vais apporter un peu de l'eau au moulin de Selma. Je vais raconter juste une petite histoire très rapide qui s'est passée à l'ambassade de France en Algérie. Une fois, l'attaché culturel de l'ambassade de France est tombé amoureux d'une femme de ménage. Il s'est marié avec elle. Et le service du consulat, de l'ambassade, l'ambassadeur et tout, ils étaient outrés et tout ça. Et comment il est arrivé à ce point-là, se marier avec une femme de ménage qui était d'origine rwandaise. Et donc du coup, elle s'étonne que ici en France, on ait recours à l'électropsychiatrie, c'est un peu ça. Et bien là-bas, ils ont eu recours aussi à Iwudik Menhalouz et tout ça, ah bah oui, Bonas de Shahar, Bonas de... non mais c'est sérieux, je vous dis. Ils ont fait exactement, ils ont pensé qu'il a été embouté, c'est ce qu'on leur a fait croire aussi, qu'il a été... Voilà, c'est comme ça, voilà. Alors, tu as une pile de questions. Pile de questions et une conclusion. Une conclusion, voilà. Une inclusion. Alors, donc, la France et la rationalité, seulement. Donc, je profite pour dire que les étiologies culturelles, les choses sur lesquelles on travaille, c'est des systèmes de pensée. Nous, on ne les appelle pas croyances. C'est des systèmes de pensée. Donc, personne ne croit à rien. Et généralement, on croit quand on est guéri. Quand on est là avant de guérir, personne ne croit à rien. Une fois qu'on a guéri, on intègre. Mais l'ethnologue, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait les systèmes de pensée qui sont derrière les actes. Parce que le guérisseur, vous le voyez, il ne fait que des actes. Il ne fait pas de discours, il ne fait pas de conférence comme moi. Il ne dit pas la guérison consiste en ceci, cela, sauf parfois des guérisseurs français qui ont besoin de rajouter un petit peu de magnétisme, un peu de physique quantique et que sais-je. Mais les ethnologues, ils extraient, ou les ethnopsychiatres, ils extraient les systèmes de pensée. Comment, qu'est-ce qui fait? Donc s'il y a quelqu'un parmi nous, s'il y a un philosophe, s'il y a un médecin, un pharmacologue, etc., et souvent ils sont avec nous, ils comprennent ce qui se passe, donc on leur explique, on extrait le système. C'est un travail d'extraction du système, vous voyez que des actes.
L'autre à la mer qui fait des gyrations avec les œufs, les femmes, leur technique de plomb, etc. Tout ça, je l'ai étudié. Et je sais que le système qui est en acte, c'est un système en acte. C'est une pensée en acte. Donc il s'agit d'extraire la pensée de l'acte. Donc je profite de ça par rapport à la rationalité. Nous sommes tous rationnels et on travaille dans la rationalité. Et donc l'ethnoxie est obligé de, évidemment, contraint d'expliquer à ses collègues, quelle que soit leur discipline, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas dire « Ah, moi je fais des trucs de magie, comme là-bas, lorsqu'ils font des amulettes, et puis oh, ils croient ça. » J'avais une anecdote comme ça, c'était quelqu'un qui souligne un peu ça, cette histoire de soi-disant croire ou pas croire. Donc c'était un médecin qui devait s'absenter. Il a demandé à un pharmacologue de le remplacer. Et donc ce pharmacologue, c'est un psychiatre, l'autre, il lui dit voilà, si tu peux me remplacer cette nuit. Et le pharmacologue, étant informé de ce qui se passait parmi les malades, il a appris qu'il y avait quelqu'un qui croyait qu'il avait un serpent à l'intérieur de lui. Il a voulu lui faire un truc comme ça, magique. Il a amené un bocal, avec un serpent dedans, dans le formol. Et l'autre il dit, j'ai un serpent. Donc il lui fait un petit truc comme ça, et lui fait, et voilà le serpent. Et l'autre, vous savez qu'est-ce qu'il répond? Non, le mien est vert. Donc on ne peut pas faire croire, donc on ne joue pas aux apprentis sorciers. Tout ce que je dis là, c'est rationnel, voilà. Donc nous, on est discursif, on fait des discours, mais les discours sont extraits, comme l'a fait Lévi-Strauss, quand il étudiait l'étudier, tout ça, il extrait. Alors ça, c'est par rapport à la rationalité. Les femmes, donc il y a plusieurs catégories de femmes, donc les femmes de culture orale avec lesquelles j'ai travaillé beaucoup, elles sont vraiment dans le monde de la culture orale. Et c'est nous qui n'arrivons pas, parce qu'on est passé par l'école, y compris les ethnopsies, les thérapeutes. Il est difficile de ne pas perdre, c'est-à-dire de ne pas se perdre dans le système, dans cette culture graphique, et de revenir à la culture orale. La culture orale, c'est un monde, qu'on a quitté en partie. Et le médiateur, justement, l'accordeur, parlait mon ami tout à l'heure, c'est celui qui joue entre les deux frontières. Je vais vous donner des exemples comme ça, rapides. Une vieille dame, j'étais en train de prendre des notes et de poser des questions. J'étais un apprenti ethnopsie, donc poser des questions, on ne pose jamais de questions, mais elle me fait, la dame, elle me dit en quel bien, pourquoi tu me poses des questions? C'est écrit sur ta page. Elle pensait que je faisais de la divination, parce que l'écriture, c'est pour écrire les talismans, pas pour bêtement prendre des... C'est une écriture active, qui fait changer, c'est des talismans, c'est des amulettes. Et on a beaucoup de malentendus avec les femmes de culture orale. Elles sont dans le monde, et dans ce monde-là, il faut le rejoindre dans ce monde dans lequel elles sont. Mais elles ont si on leur fournit un cadre où elles peuvent s'exprimer, c'est extraordinaire de récolter tout ce... C'est comme un ethnologue dans un pays lointain. Un jour, une dame arrive, elle me dit, c'est une arabophone d'Algérie, elle me dit, je lui dis là, c'est un groupe, on va vous traduire. Elle dit, mais je cache, il ne faut pas leur traduire. Mais ils ne comprennent rien, pourquoi ça sert de leur traduire? Je dis, mais vous allez voir, ce n'est pas une traduction comme vous avez l'habitude. On va traduire le monde intérieur, votre monde. Elle n'était pas convaincue. Donc on commence la consultation et au moment où il arrive à me parler, il me dit, mon foie tremble pour mes enfants quand ils ont été arrêtés par la police. Et mes collègues, ils disent, oh, moi je traduis le foie. Et ils disent, mais c'est son cœur. Non, je dis, c'est son foie. Justement, là, je rentre dans le monde de l'autre. Il me dit, et le foie, c'est quoi? Je dis, c'est le siège de la tendresse filiale. Et elle prend la parole. Donc au départ, il me dit, ne traduisez pas. À un moment donné, elle dit, Hamid, là, tu n'as pas traduit. Parce qu'elle a vu, et dans les yeux de mes collègues, sa culture était rehaussée. Mais ça a été disqualifié ailleurs. Donc elle était
Elle intéressait les autres. Et là, c'est elle qui m'incitait à traduire tout. Et à un moment donné, elle a pris la parole. Donc moi, j'expliquais ce que c'est que la tendresse filiale. Et elle me dit, elle s'adresse au groupe, elle dit, vous savez, quand on est enceinte ici, on a un enfant, déjà il appartient à l'État français parce qu'on nous donne des allocations, déjà il ne nous appartient pas. Ensuite, il naît dans un hôpital, c'est pas un groupe de femmes, une matrice dans un groupe de matrices avec des rituels, etc. Il naît dans un monde de blouse blanche et c'est des hommes en plus qui font effraction dans ce monde féminin. On fait une péridurale, on ne sait même pas, et puis à l'échographie, elle dit normalement c'est les autres qui rêvent de l'enfant, si c'est une fille, si c'est un garçon, c'est les autres qui rêvent aussi quel prénom on peut lui donner. Il est métabolisé psychiquement par tout le groupe. Et d'ici, ils font effraction, ils nous montrent le truc. Voilà. Elle dit, ils grandissent et ensuite, à la périculture française aussi, des fois, elle a dit, il y a des mots dans l'ordre, il faut les coucher comme ça, il faut les il faut enlever, il ne faut pas les faire ça, c'est merde. Les massages, c'est trop violent des fois. Et là, elle nous dit, et les péricultrices, elles nous disent de ne pas les allaiter trop longtemps. Et elle me dit, mais l'affection, elle passe par le lait. Et elle dit, et plus tard, elle conclut, et plus tard, ils vont se plaindre de nous, aux travailleurs sociaux, qui leur donnent raison contre nous. Elle dit, et là, le foie des jeunes d'ici, les enfants, ça sèche. Vous imaginez? Vous voyez la culture orale, celle-là, des femmes. Après, les femmes qui viennent, qui sont instruites, elles sont entre les deux mondes, elles aussi. Elles sont entre les deux mondes, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas justement dans la tête de ces groupes qui sont entre les deux mondes, soit il faut un accident de travail humain, un accident somatique, une crise psychique quelconque, soit c'est leurs enfants qui vont se dévouer pour faire à leur place, tirer la sonnette d'alarme que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde où on est trop adapté, où notre monde commence à s'éclipser. Et à ce moment-là, malheureusement pour certains, soit c'est là, ils rentrent dans la psychose, la schizophrénie, des choses très dures pour les intellectuels de chez nous qui viennent de là-bas, les cadres. Hein. C'est des médecins parfois, mais les enfants, ils ramènent leurs enfants. Je commence à voir leurs enfants maintenant. Eh oui. Pour les anciens, ceux qui sont des ouvriers, c'est la police. Ben oui, Mamadou, Rachid, qui était si gentil, qui a une famille honorable, qui n'a jamais eu mal à partir avec la loi. Et là, Mamadou, il casse la porte de la harma, de l'honneur. Donc je dis, Mamadou, pourquoi tu as cassé la porte? Il me dit, mais c'est pas moi, c'est Rachid qui l'a cassé. Non, pas la porte de l'immeuble. Tu vas bien, tu es dans une famille honorable, etc. Ton père était un coureur de fond, un marathon, il a toutes ces coupes-là, ils n'ont jamais eu, ils étaient appréciés à la mairie, partout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que tes parents disent aux juges, à la police, à la France? Et là, je dis, bon, cet enfant est en train de tirer la sonnette d'alarme à l'époque du mythe du retour. On va retourner, il se retrouve entre ciel et terre, suspendus. Donc c'est eux qui vont interrompre. C'est par la délinquance. Pour les intellectuels, plutôt les parents intellectuels, malheureusement c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, crise plastique, la police, les pompiers, enfin pas la police, les pompiers, la police, les pompiers, la médecine. Et là c'est très difficile. Je commence à travailler avec des enfants comme ça. Je suis parvenu à soigner, à aider quelques familles. Mais c'est en cours, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Voilà, pour répondre un petit peu de manière allusive et brève à Selma. Évidemment, les choses sont encore toujours plus complexes. Et j'attends vos questions avant que Youssef le sorte sans ciseaux. Non, je te disais de conclure, mon ami. Il m'a dit. Voilà. Donc, non, pas oui, Ah, j'ai conclu ou... Tu n'as pas encore conclu? Ah, bah ça y est, j'ai conclu. Eh bien, merci à toute la salle et rendez-vous la semaine prochaine.